Comment les Européens se sont-ils emparés de la figure du prophète Mahomet? Comment l'ont-ils représenté? Est-ce que ce regard a toujours été critique, hostile? Eh bien non. Pour s'en convaincre, il faut se plonger dans cet essai Mahomet l'Européen. Bonsoir John Tolan. Bonsoir. Vous êtes historien et vous revenez donc sur cette longue histoire entre Mahomet et l'Occident. Alors vous distinguez bien Mohammed le prophète de la tradition islamique et Mahomet son alter ego en fait vu par les Européens. Il y a bien deux Mahomet dans votre livre. Oui, j'aurais presque envie de dire qu'il y a plusieurs Mahomet, mais effectivement je distingue entre Mohammed, personnage historique, et Mahomet, l'image ou les images qu'on dresse les Européens du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Oui, ça arrive très très vite. En fait, l'Europe s'empare de cette figure de Mahomet et alors elle est assez critique dès le début au Moyen-Âge. Oui, au Moyen-Âge, on utilise des figures de Mahomet pour, entre autres choses, justifier les croisades, justifier ce que les Espagnols appellent la Reconquista, la guerre de conquête de l'Espagne musulmane et la soumission des musulmans. Donc il y a tout de suite un angle polémique, à la fois pour justifier les guerres, pour aussi faire la distinction entre christianisme et islam, religions qui sont finalement assez proches, mais on essaie de distinguer en faisant de Mahomet soit le dieu des Sarrasins, soit un faux prophète. Oui, on invente même des légendes. On peut le voir sur cette enluminure qui est sur votre livre, qui est sur la couverture du livre, avec cette légende autour de la colombe et du taureau. Racontez-nous. Oui, alors selon ces biographes hostiles du XIIe siècle, Mahomet aurait dressé une colombe pour manger du blé dans son oreille et ensuite aurait prétendu qu'il s'agit de l'ange Gabriel qui vient lui faire une révélation. Donc il y a déjà, oui, cette notion de tromperie, oui, de d'espèce de charlatan qui aurait détourné des chrétiens de la vraie foi. Alors une vision très négative, mais ça va évoluer. Alors à partir de quand on voit apparaître un Mahomet positif en Europe? À partir du XVIIe siècle en Angleterre, surtout au XVIIIe en France et ailleurs, et on voit qu'on fait de lui une espèce de héros anticlérical. On voit ça chez Voltaire et chez d'autres auteurs qui utilisent le prophète, qui présente des éléments historiques, mais réaccommodés à leur sauce, j'aurais envie de dire, pour dire que Mahomet aurait aboli les privilèges des clercs et donc l'Église, que l'État devrait faire la même chose, donc attaquer, il aurait réformé le christianisme en abolissant des pratiques comme le culte des saints, etc. Donc on fait de lui un monothéiste héroïque, réformateur, et Voltaire, par exemple, utilise ça pour attaquer l'Église. On pourrait presque dire que Voltaire était le premier des islamo-gauchistes français. Oui, mais alors, il a changé d'avis, parce qu'au début, oui. il a quand même il a écrit une pièce de théâtre qui était extrêmement à charge contre lui. Alors, pourquoi ce revirement? Alors, c'est une excellente question, parce que je me le suis posé, évidemment. En 1741, il écrit « Mahomet et le fanatisme », une pièce dans laquelle le prophète devient la figure même du fanatisme, mais comme il explique bien dans ses lettres, le vrai cible, c'est pas l'islam, c'est l'Église catholique. Et il savait que cette pièce pourrait pas se jouer à Paris, notamment, s'il attaquait directement l'Église catholique. Plus tard, notamment, il va passer à Londres, il va, entre autres choses, lire le Coran traduit en anglais par George Sale, une traduction qui a beaucoup d'impact sur lui et sur d'autres penseurs au XVIIIe siècle en Europe. Et là, il va changer d'avis et il va présenter dans la lignée de George Sale, Mahomet comme un grand réformateur anticlérical. Oui, aujourd'hui, c'est paradoxal parce que souvent, on oppose les Lumières à Mahomet, à l'islam. En fait, là aussi, c'est une relecture de l'histoire. Oui, tout à fait, parce que pour ces auteurs qui connaissaient finalement peu l'islam, qui avaient une connaissance livresque, il imaginait
que l'islam était beaucoup plus proche de rationalisme déiste. Il y a même le grand historien anglais Edward Gibbon, dans ce déclin et chute de l'Empire romain, qui dit que la foi musulmane est très proche de la foi rationnelle des déistes en Europe. Alors vous nous rappelez aussi que Napoléon, Goethe, avait beaucoup d'admiration pour Mahomet. Qu'est-ce qui les fascine dans ce personnage? Alors, des choses différentes selon chaque auteur. Napoléon était fasciné par le grand homme, grand législateur et grand général. Et Mahomet, qui a lu le Coran dans le bateau qu'il a mené en Égypte, essaie de se présenter comme un nouveau Mahomet aux Égyptiens. Il a même présidé au festival donc de la naissance, fête de la naissance du prophète, pour montrer qu'il était ami des musulmans et voulait même se faire accepter comme musulman par les oulémas, les érudits musulmans d'Égypte. Et même après, quand Napoléon écrit ses mémoires, quand il est exilé sur Sainte-Hélène, il revient sur cette figure du prophète qu'il dit trop mal compris des Européens, qui c'est pour lui un grand homme qui a changé l'histoire. Mais est-ce que ce parallèle était vraiment judicieux? Sans doute pas. Certes, ils sont tous les deux grands généraux, grands conquérants, même si Napoléon a imaginé que Mahomet aurait lancé les grandes conquêtes. On sait que c'est ses successeurs, les premiers califes, qui ont lancé ces conquêtes. Mais d'autres ont comparé Napoléon à Mahomet, Goethe, Victor Hugo, et pour eux, cette comparaison est très flatteuse. Alors les romantiques, Lamartine était aussi, lui, fasciné par Mahomet. Il en avait une vision extrêmement positive. Alors là, le lien entre romantisme et Mahomet, c'est vrai qu'on se demande où il est. Oui, alors, il y a plusieurs auteurs, effectivement, Lamartine, Victor Hugo, des auteurs anglais Thomas Carlyle, des Allemands comme Goethe. Pour eux, l'islam représentait une pureté spirituelle que le monde occidental, le monde européen, avait perdue. Donc il y a cette grande admiration, on voit notamment dans un poème de Victor Hugo, L'an 9 de l'Hégire, où Mahomet est présenté comme un ascète modèle. Il traite ses propres brebis, il coud ses propres habits, il donne de ses propres mains pour Lamartine, pour Victor Hugo, il donne l'aumône, il donne de la nourriture aux pauvres autour de lui de ses propres mains. Et quand il meurt comme un saint. C'est une mort exemplaire pour Victor Hugo. Voilà, un homme exemplaire. Alors comment on en est arrivé aux caricatures de Mahomet aujourd'hui, au XXIe siècle? Comment vous expliquez ce glissement? On a toujours, à toute époque, ce va-et-vient entre ceux qui présentent le prophète de manière positive et ceux qui réaffirment la vision traditionnelle et négative. Et tout dépend évidemment du contexte. Ce qui s'est passé récemment, c'est que à la fois il y a le repoussé de mouvements salafistes et extrémistes dans l'islam, et en même temps il y a l'extrême droite en Europe qui exploite l'islam, qui essaie de dire que l'islam est étranger à notre culture. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que l'islam fait partie de notre culture depuis le Moyen-Âge, que ce n'a pas toujours été vu, évidemment, comme de manière positive, mais que les interactions entre islam et notre culture sont longues et riches. Oui, John Toland, vous dites un peu que c'est notre miroir, en fait, finalement, que les miroirs des Européens, des Occidentaux, cette figure de Mahomet. Tout à fait. C'est un miroir dans lequel on voit parfois nos espoirs, un miroir dans lequel on voit une image qui nous fascine, mais une image parfois qui nous fait peur. Et cette image, aujourd'hui, elle est globalisée, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de grandes différences sur cette vision de Mahomet? Il y a des grandes différences et grandes variations dans les différents courants de l'islam aujourd'hui.
et aussi en dehors du monde musulman. Une différence aujourd'hui, c'est que nous vivons dans un monde globalisé, où que ce soit la télé, l'Internet, on peut voir tout de suite, échanger tout de suite. Donc évidemment, maintenant, on n'est plus des visions européennes d'un côté, des visions musulmanes d'autre, mais nous sommes de plus en plus mélangés. Merci John Toland d'avoir été le grand témoin de 64 minutes. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Mahomet l'Européen, sous-titre Histoire des représentations du prophète en Occident. C'est aux éditions Albin Michel.